Pendant plus de 3 décennies, Bill Wyman est resté à quelques pas seulement des projecteurs, ancrant le son d'un groupe qui allait définir l'histoire du rock. Aux yeux du public, il apparaissait calme, fiable et presque invisible face au chaos qui l'entourait. Mais le temps a cette façon bien à lui de desserrer le silence qu'exige le professionnalisme. Et aujourd'hui, longtemps après s'en être éloigné, Bill Wyman a enfin expliqué ce qu'était réellement la vie aux côtés de Keith Richards, sans colère, sans drame et sans plus jamais faire semblant. L'homme qui est resté silencieux. Lorsque Bill Wyman rejoint les Rolling Stones en décembre 1962, il se distingue déjà des autres d'une manière qui allait discrètement façonner le reste de sa carrière. Il est plus âgé, plus discipliné et bien moins intéressé par la fabrication de mythes. Tandis que Mick Jagger et Keith Richards apprennent encore à transformer la rébellion en identité, Bill arrive avec de l'expérience, du matériel et un sens des responsabilités dont le groupe a désespérément besoin. Il apporte son propre amplificateur, de meilleurs câbles et une stabilité qui permet au groupe de fonctionner comme une unité plutôt que comme un assemblage d'ambitions. Vu de l'extérieur, les Rolling Stones ressemblent à une fraternité forgée dans le bruit, le danger et la défiance partagée. À l'intérieur, cependant, Bill Wyman comprend très vite que l'appartenance et l'utilité ne sont pas la même chose. Il est essentiel au son, mais périphérique au cercle intime. Mick Jagger et Keith Richards se connaissent depuis Dartford, et Brian Jones, que Bill a toujours considéré comme le véritable fondateur du groupe, a assemblé la formation originale pièce par pièce. Bill est invité parce que le groupe a besoin de lui, non parce qu'il est réellement désiré. Dans les premières années, cette différence ne semble pas fatale. Le groupe est jeune, pauvre et concentré sur sa survie. Bill se concentre sur la musique, s'imbriquant avec Charlie Watts pour créer une section rythmique que les critiques décriront plus tard comme la force la plus stable d'un groupe par ailleurs volatile. Des albums comme Out of Our Heads, Aftermath et Between the Buttons reposent largement sur cette stabilité. Tandis que les personnalités s'affrontent et que les directions changent, la base de Bill empêche tout de voler en éclats. Mais déjà, les signes avant-coureurs sont là. Bill tient des journaux, écrivant en privé qu'il se sent souvent davantage comme un élément d'équipement que comme un membre à part entière. Des décisions sont prises sans lui. Les conversations s'arrêtent lorsqu'il entre dans la pièce. Et si Keith Richards reconnaîtra plus tard que Bill possédait à lui seul plus d'expérience réelle de la scène que tous les autres réunis, ce respect ne se traduira jamais par de l'autorité ni par une véritable inclusion. La structure de pouvoir des Rolling Stones se durcit rapidement. Au milieu des années 1960, les crédits d'écriture sont consolidés sous la bannière Jagger-Richards, excluant tous les autres de la propriété créative et de la sécurité financière à long terme. Bill accepte la situation à l'époque, convaincu que la loyauté et la contribution seraient un jour récompensées. Il ne discute pas, ne menace pas d'action en justice et n'exige aucune reconnaissance. Il joue, tout simplement. Cet instinct, enduré plutôt que confronté, définit le rôle de Bill Wyman pendant les 30 années suivantes. À mesure que le groupe devient plus riche, plus bruyant et plus célèbre, l'écart entre le succès public et la réalité privée se creuse. Bill est présent à chaque tournée, à chaque session, remplissant toutes ses obligations. Pourtant, en coulisses, il reste à la marge du pouvoir, observant les Rolling Stones se transformer d'un groupe en une entreprise dirigée par 2 hommes. Et surtout, Bill ne se plaint pas, ni publiquement, ni en privé de manière à ce que cela filtre. Il croit que le professionnalisme implique le silence et que le silence est synonyme de dignité. Pendant des décennies, cette conviction tient bon. Mais le silence, comme il l'admettra plus tard, a eu un prix. Après Brian, l'équilibre s'est rompu. La mort de Brian Jones à l'été 1969 a marqué un tournant dont Bill Wyman ne se remettra jamais complètement. Brian était la seule personne du groupe qui comprenait Bill instinctivement, musicalement, socialement et émotionnellement. Ils partageaient des chambres en tournée, de longues conversations
et une compréhension tacite selon laquelle les Rolling Stones devaient être un collectif et non une hiérarchie. Lorsque Brian a été écarté du groupe quelques semaines seulement avant sa mort, Bill a vu se jouer un avertissement en temps réel. Le message était clair. Dès que l'on cessait d'être en phase avec le centre du pouvoir, on devenait remplaçable. Après la disparition de Brian, la structure interne des Stones a changé de façon définitive. Keith Richards s'est imposé non seulement comme guitariste, mais comme une force dépassant la musique. Sa présence dominait le studio, la scène, et finalement l'atmosphère même des prises de décision. Là où Brian équilibrait autrefois les personnalités, Keith a concentré l'influence. Mick Jagger, de plus en plus focalisé sur l'image et le leadership, s'est aligné sur cette concentration de pouvoir. Charlie Watts et Bill Wyman, tous deux plus discrets et moins enclins à la confrontation, se sont encore davantage effacés à l'arrière-plan. Pour Bill, ce changement n'a rien eu de spectaculaire. Il s'est fait par étapes, presque imperceptible de l'extérieur. Il continuait d'arriver tôt, de jouer avec précision et de maintenir le rythme. Mais son sentiment d'appartenance s'érodait année après année. Après les funérailles de Brian, Bill a fait un choix qui semblait anodin, mais s'est révélé symbolique. Il a refusé de voyager avec le groupe en jet privé. Il préférait voler séparément. Keith y a vu un manque de loyauté, une absence d'esprit d'équipe. À partir de ce moment-là, Bill a senti la distance se figer. On ne lui criait pas dessus, on ne l'affrontait pas. Il était simplement mis à l'écart. En studio, les changements sont devenus plus difficiles à ignorer. Au début des années 1970, Bill arrivait préparé aux sessions pour découvrir que les parties de basse avaient déjà été enregistrées, parfois par Keith lui-même, parfois par un musicien invité, sans la moindre discussion. Les crédits racontaient une histoire similaire. Même lorsque Bill apportait des idées qui façonnaient des morceaux devenus emblématiques, son nom n'apparaissait pas dans les mentions d'auteurs-compositeurs. Il confirmera plus tard avoir participé au développement du riff de Jumping Jack Flash aux côtés de Brian Jones et Charlie Watts. Pourtant, le récit officiel a totalement effacé cette collaboration. Les conséquences financières ont suivi l'exclusion créative. Tandis que les droits d'auteur s'accumulaient pour Mick et Keith, les revenus de Bill dépendaient presque exclusivement des tournées et des cachets de performance. Durant les périodes d'inactivité du groupe, en particulier pendant les conflits internes des années 1980, ses finances se sont effondrées. Lorsque les Stones se sont regroupés pour les tournées de la fin des années 1980, Bill était lourdement endetté. Pendant ce temps, ceux qui contrôlèrent le catalogue restaient à l'abri du risque. Keith Richards, de son côté, semblait ne pas voir, ou ne pas se soucier, de l'impact de ce déséquilibre sur Bill. Pour Keith, les Stones étaient une machine guidée par l'instinct et la survie. La sensibilité était une faiblesse. La structure, quelque chose contre quoi se rebeller, non à partager. Avec le temps, Bill a compris que le problème ne tenait pas à une dispute ou à une insulte isolée. Il s'agissait d'une incompatibilité fondamentale de valeurs. Keith prospérait dans le chaos, la confrontation et la domination. Bill croyait en l'ordre, au respect mutuel et à la contribution silencieuse. Ce qui rendait la situation insupportable n'était pas la cruauté au sens évident du terme, c'était l'érosion. Bill était toujours là, toujours en train de jouer, toujours à maintenir le rythme, mais de plus en plus traité comme s'il était remplaçable, même debout sur scène. Il décrira plus tard ce sentiment comme celui d'être présent mais superflu, inclus seulement en apparence. Cette contradiction l'a usé plus sûrement que ne l'aurait jamais fait un conflit ouvert. À la fin des années 1980, les Rolling Stones se préparaient à l'un des plus grands retours de l'histoire du rock. Pour le public, les tournées Steel Wheels et Urban Jungle semblaient triomphales. Pour Bill Wyman, elle confirmait que son rôle avait été réduit à une simple obligation. On lui remettait des plannings, on lui disait où être,
et l'on attendait de lui une performance irréprochable. Mais on ne lui demandait plus de participer aux décisions concernant le son, la production ou l'orientation artistique. Il se sentait comme un invité au sein du groupe qu'il avait contribué à construire. C'est durant cette période que Bill a discrètement décidé de partir. Non par colère, non comme un geste de protestation, mais parce que le coût de rester, émotionnel, financier et personnel, était finalement devenu trop élevé. Argent, pouvoir et humiliation silencieuse. À la fin des années 1980, l'image publique des Rolling Stones évoquait une richesse et un contrôle sans limite. Les stades affichaient complets. Le merchandising envahissait le marché. La marque Rolling Stones semblait indestructible. Mais derrière cette façade, la réalité de Bill Wyman était très éloignée de la mythologie. Pour lui, le problème n'était plus seulement une distance émotionnelle, il était devenu une question de survie financière. Après des années d'inactivité dues aux conflits internes entre Mick Jagger et Keith Richards, le groupe avait pratiquement cessé de gagner de l'argent en tant qu'entité. Pour Mick et Keith, cette pause était gênante mais supportable. Leurs droits d'auteur et d'édition continuaient de générer des revenus réguliers. Bill Wyman, Charlie Watts et Ronnie Wood ne bénéficiaient pas de ce filet de sécurité. Ils étaient des interprètes rémunérés, non des propriétaires du catalogue qui assuraient le flux financier. Lorsque les Stones se sont reformés pour la période de la tournée Steel Wheels, Bill s'est retrouvé confronté à un découvert bancaire d'environ 200 000 livres. Cette disparité n'était pas théorique. Elle façonnait le quotidien. Ronnie Wood a commencé à vendre des œuvres d'art pour subvenir aux besoins de sa famille. Bill bricolait des hypothèques et s'inquiétait de payer ses factures, tout en montant sur scène devant des dizaines de milliers de fans. Il expliquera plus tard que lorsque certains accusaient les Stones d'avoir quitté la Grande-Bretagne au début des années 1970 par cupidité fiscale, la vérité était bien plus sombre. Le groupe n'avait pas réellement accès à son propre argent. Le manager Alan Klein contrôlait les finances, et lorsque quelqu'un avait besoin de fonds, il devait les demander. Avec des impôts portés à des niveaux absurdes et des dettes qui s'accumulaient, le groupe n'est pas parti parce qu'il était riche. Il est parti parce qu'il était pris au piège. Keith Richards n'a jamais eu à vivre avec cette peur. Sa position le protégeait. Celle de Bill, non. Et avec le temps, ce déséquilibre est devenu impossible à ignorer. Bill a compris que la loyauté ne s'était pas traduite en sécurité. 30 années de travail constant ne lui avaient pas valu une place d'égal à égal. Le message était sans équivoque. La contribution n'était pas synonyme de pouvoir, et le pouvoir décidait de tout. L'humiliation n'était pas publique. Elle se produisait silencieusement, par petites touches qui s'accumulaient au fil du temps. Arrivé aux sessions d'enregistrement pour apprendre que la partie de basse avait déjà été faite. Découvrir des changements après coup. Voir des décisions se prendre sans jamais être invité dans la pièce. Dans une interview, Bill a résumé la situation simplement. Il n'était pas exclu. Il n'était jamais invité. L'approche de Keith Richards en matière de contrôle était directe et assumée. Il pensait que les Stones survivaient grâce à l'instinct, pas à la démocratie. S'il fallait faire quelque chose, il le faisait. Si quelqu'un ne suivait pas, il était mis de côté. Pour Keith, ce n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. Mais pour Bill, cela ressemblait à un effacement. On l'écartait du processus tout en attendant de lui qu'il en supporte le poids. À la fin des années 1980, Bill avait déjà dit au groupe, en privé, qu'il ne souhaitait pas continuer. Il espérait que les tournées de retour seraient brèves, un dernier chapitre lui permettant de partir discrètement. Au lieu de cela, le succès des tournées a prolongé le cycle dont il cherchait désespérément à s'échapper. Chaque répétition semblait plus lourde. Chaque concert confirmait que la machine ne s'arrêterait jamais tant qu'elle resterait rentable. Ce qui faisait le plus mal n'était pas l'argent en lui-même, mais ce qu'il représentait. Bill était resté loyal à travers le chaos, l'addiction, la mort et l'examen public. Il n'avait jamais embarrassé le groupe, jamais défié publiquement ses dirigeants, jamais exigé de reconnaissance. Pourtant, lorsqu'il s'agissait de respect,
un respect réel, structurel, il n'était jamais venu. Keith Richards, intentionnellement ou non, incarnait cette réalité. Il traitait Bill comme fonctionnel, non essentiel, utile, mais pas égal. C'était la vérité que Bill a portée en silence pendant des décennies. Lorsqu'il a dit plus tard qu'il était parti parce qu'il n'en pouvait plus, il ne faisait pas référence à un incident isolé. Il décrivait l'épuisement lent d'être diminué tout en faisant semblant que tout allait bien. Lorsqu'il est finalement parti, la décision n'avait rien de dramatique. Elle était inévitable. La sortie qui n'a jamais été acceptée. Bill Wyman n'a pas quitté les Rolling Stones dans un éclat dramatique. Il n'y a eu ni annonce publique, ni dispute finale, ni adieu émouvant sur scène. En réalité, lorsque Bill a décidé que c'était terminé, le groupe a refusé de le croire. Il leur a confié en privé, vers 1991, qu'il ne souhaitait plus continuer. La réaction a d'abord été l'incrédulité, puis le déni. Pour Mick Jagger et Keith Richards, l'idée qu'une personne puisse volontairement s'éloigner des Rolling Stones, surtout quelqu'un présent depuis le début, était tout simplement inconcevable. Pendant près de 2 ans, la décision de Bill est restée dans une sorte de limbe. Charlie Watts et Mick Jagger l'appelaient, lui demandant s'il avait changé d'avis. Ils l'invitaient à dîner, tentèrent de maintenir la porte ouverte, partant du principe que ce sentiment finirait par passer. Keith Richards, en revanche, a réagi différemment. Ses propos étaient plus tranchants, plus territoriaux. « Personne ne quitte ce groupe à moins d'être dans une boîte en bois », a-t-il déclaré, une remarque qui a pu sembler de l'humour noir pour certains, mais qui portait un message plus profond pour Bill. Pour Keith, les Stones n'étaient pas un travail que l'on abandonne. C'était une identité à laquelle on se soumet. Lorsque le groupe a commencé à planifier sa prochaine grande tournée, au milieu des années 1990, la question n'a plus pu être évitée. Mick et Charlie se sont rendus chez Bill et ont passé la soirée à tenter de le convaincre de rester. Ils ont parlé d'héritage, de loyauté et d'histoire. Bill a écouté calmement. Il n'a pas argumenté, il n'a accusé personne, et il n'a pas flanché. Lorsqu'ils ont finalement accepté qu'il était sérieux, ils ont fixé rétroactivement la date de son départ à 1993, alors que Bill avait déjà quitté le groupe mentalement 2 ans plus tôt. Les suites ont été tendues. Au lieu de gratitude pour 3 décennies de dévouement, Bill a rencontré de l'amertume. Mick a fait des remarques désinvoltes, suggérant que jouer de la basse était suffisamment simple pour que n'importe qui s'en charge. Keith est resté silencieux publiquement, mais sa position en privé était claire. Bill avait enfreint une règle tacite. Il s'était choisi lui-même plutôt que la machine. Pour Bill, cette réaction n'a fait que confirmer que partir était la bonne décision. Il dira plus tard qu'il aurait dû s'en aller plus tôt. La pression était devenue insupportable, pas seulement les attentes liées au succès, mais le coût émotionnel de rester dans un environnement où il se sentait diminué. Les tournées avec les Stones exigeaient des mois de répétition pour des morceaux joués depuis des décennies. Chaque cycle reproduisait les mêmes exigences, la même hiérarchie, les mêmes exclusions. Ce qui a rendu la décision définitive n'était pas la colère, mais la lucidité. Bill a compris que continuer signifiait sacrifier le reste de sa vie à quelque chose qui ne le respectait plus. Il avait d'autres centres d'intérêt, l'écriture, la photographie, l'archéologie, le travail caritatif, qui attendait en silence tandis que les Stones consumaient son temps et son énergie. Pour la première fois de sa vie adulte, il s'est autorisé à imaginer un avenir qui ne serait pas défini par le rythme de quelqu'un d'autre. Keith Richards, de son côté, a interprété le départ de Bill comme quelque chose d'incompréhensible. De son point de vue, l'endurance était la preuve de la loyauté. La souffrance faisait partie du lien. Partir calmement, sans conflit public ni mise en scène, lui a semblé être un rejet du code selon lequel il vivait. La retenue de Bill, son refus de se battre, d'expliquer, de se justifier, a peut-être irrité Keith plus que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Des années plus tard, Bill admettra quelque chose qui a surpris les fans de longue date.
Il a dit ne nourrir aucune rancœur envers Keith Richards, mais n'avoir aucune envie de passer du temps avec lui. Ils étaient simplement incompatibles. Nous venons de mondes différents, a-t-il expliqué. Ils échangeaient encore des cadeaux de Noël. Ils restèrent polis. Mais la relation n'a jamais été réparée parce qu'en vérité, elle n'avait jamais vraiment existé comme un partenariat d'égal à égal. Bill n'est pas parti pour faire une déclaration. Il est parti pour survivre. Et une fois qu'il était parti, il n'a jamais regretté d'être resté à l'écart. La phrase qui a mis fin au prétexte. Pendant plus de 30 ans après avoir quitté les Rolling Stones, Bill Wyman a évité de faire une chose que beaucoup attendèrent de lui. Il n'a pas attaqué Keith Richards. Il n'a pas réécrit le passé pour se présenter comme une victime. Et il n'a pas cherché à gagner la sympathie du public en révélant des griefs privés. Il a choisi une voie plus discrète, une voix qui frustrait les fans, conscient qu'il y avait quelque chose de plus sous la surface, sans jamais réussir à lui faire dire clairement. Ce silence a pris fin discrètement, presque par accident. À la fin de l'année 2024, Bill Wyman est apparu lors d'un petit événement, largement non médiatisé, lié à la réédition de ses mémoires Stone Alone. Il n'y avait aucune mise en scène dramatique, aucune annonce laissant entendre qu'il allait révéler quoi que ce soit de nouveau. Mais lorsqu'on lui a posé directement une question sur Keith Richards, Bill n'a pas esquivé comme il l'avait fait pendant des décennies. Il n'a pas répondu par un sourire. Il n'a pas adouci la vérité pour ménager qui que ce soit. Sa réponse a été brève, calme et sans équivoque. Nous ne nous sommes jamais vraiment entendus. Je n'ai aucune rancœur, mais je ne peux plus faire semblant. Nous venons de mondes différents. Pour beaucoup, cette seule phrase a eu plus d'impact que n'importe quelle accusation pleine de colère. Parce que Bill Wyman ne parlait pas par amertume. Il parlait depuis la distance. Le genre de distance qui ne se forme qu'après des années à essayer, à endurer, puis à finalement lâcher prise. Dans des interviews ultérieures, Bill a précisé juste ce qu'il fallait pour expliquer le sens de cette phrase. Il a indiqué que, bien qu'ils échangent encore des cadeaux et maintiennent des relations polies, il n'avait jamais vraiment eu envie de revoir Keith. Non par haine, mais parce qu'être en sa présence exigeait un effort émotionnel que Bill ne souhaitait plus fournir. Partager une scène pendant 30 ans ne signifiait pas partager les mêmes valeurs, le même tempérament ou un respect mutuel. Ce que Bill a finalement admis, ce n'était pas que Keith Richards avait été cruel de manière évidente. C'était quelque chose de plus troublant. Keith l'a diminué silencieusement, constamment, par l'exclusion plutôt que par la confrontation, par le contrôle plutôt que par le dialogue. Bill n'a pas été écarté dans un éclat de conflit. Il a été lentement réduit à quelqu'un qui existait pour remplir une fonction et non pour façonner le groupe qu'il avait aidé à construire. Avec le recul, Bill a résumé son départ de la manière la plus simple possible. Il n'est pas parti à cause de l'âge, il n'est pas parti pour poursuivre une carrière solo, et il n'est pas parti parce qu'il n'aimait plus la musique. Il est parti parce qu'il ne pouvait plus tolérer la manière dont il était traité, et parce que rester aurait exigé qu'il continue à se mentir à lui-même. Cette vérité a aussi redéfini les Rolling Stones eux-mêmes. La tension légendaire du groupe, ce tranchant dangereux qui nourrissait leur grandeur, avait toujours eu un prix. Brian Jones l'a payé par son isolement et sa vie. Bill Wyman l'a payé par des décennies d'effacement silencieux. Même Mick Jagger et Keith Richards l'ont payé à leur manière, enfermés dans des cycles de lutte de pouvoir qui ont failli détruire le groupe à plus d'une reprise. Lorsque Bill a finalement parlé, Keith Richards n'a offert aucune réponse publique. Mick Jagger non plus, pas plus que Ronnie Wood. Peut-être n'y avait-il plus rien à contester. Bill ne demandait plus de reconnaissance, ni d'excuses, ni de réconciliation. Il se contentait de nommer une réalité qui avait toujours existé. Au final, Bill Wyman n'avait plus besoin de remonter sur scène pour prouver sa valeur. Son héritage vivait dans la musique, les archives, le rythme qui a tenu le chaos ensemble pendant 3 décennies. Ce qu'il a repris en parlant, ce n'était pas la vengeance, mais la propriété de sa propre histoire. Et parfois,
c'est la vérité la plus difficile de toutes. Pensez-vous que Bill Wyman a eu raison de garder le silence aussi longtemps? Ou aurait-il dû parler plus tôt? Quitter les Rolling Stones était-ce un acte de faiblesse? Ou la seule façon pour lui de se protéger? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous avez trouvé cette histoire digne d'être racontée, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres plongées en profondeur dans les vérités qui se cachent derrière les légendes de la musique.